Bonjour. Oui. Si vous le permettez, on la prendra après. Excusez-moi. Donc moi je suis Julie Mégnol, donc ingénieure chaussée chez Vectra, bureau d'études en ingénierie routière. Et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'une partie des VDC qui concerne la tranche 2, donc la révision de la méthode DCLPC 38.2. La méthode DC 38.2 est basée sur la méthode 52, donc relevé de dégradation de surface des chaussées, qui est basée sur l'inventaire des dégradations de chaussées détaillées dans la méthode DC 52. L'intérêt de cette refonte, je vais vous le présenter par la suite. On a essayé de créer une révision de la méthode DC qui a quand même 20 ans aujourd'hui, qui nous a permis d'être un peu plus à jour sur le relevé de dégradation, tout en conservant le lien avec la méthode DC 52, parce que ce n'est pas quelque chose qui actuellement est possible de reprendre. Donc on va parler des objectifs de la révision, ce qu'on a enlevé de cette nouvelle méthode DC 38.2, ce qu'on a rajouté, et éventuellement les publications ultérieures. Au niveau du contexte du projet, donc dans le projet DVDC, il a été décidé de créer une refonte de la 38.2. Donc comme je vous disais, elle a 20 ans aujourd'hui. On a un certain nombre de méthodes qui ne sont plus tout à fait à jour. On a notamment un nombre de méthodes qui est peu pertinent. On a 6 méthodes actuellement. Donc on a essayé de revoir tout ça. La méthode 52 n'étant pas modifiable, le lien dans la 38.2 a été fait avec des nouvelles dégradations qui seront annexées à la méthode DC 52. Donc on a repris le lexique de la 52 en ajoutant des détails. Donc c'est quelque chose qui va être ajouté par la suite. On a essayé de créer un groupe de travail qui soit représentatif. Donc on a des membres du CEREMA, on a des membres de différents bureaux d'études, donc notamment Vectra, Technologies Nouvelles, Diagway. Des managers de réseau. Donc, en l'occurrence, on a plusieurs départements qui ont participé à l'étude. Tout ça, ça nous a permis de créer un groupe avec différents intérêts, différents objectifs, et qui ont chacun eu leur expérience et leur retour d'expérience sur 20 ans d'utilisation de cette méthode 38.2. Donc, on a pu relativement exhaustivement cerner les problèmes et les modifications à apporter à cette nouvelle méthode d'essai. On avait par exemple un souci, c'est qu'il y avait trop de méthodes, donc 6 méthodes n'étaient pas forcément souvent utilisées. Dans la pratique, on a chacun des gestionnaires ou des bureaux d'études qui avaient créé des méthodes un peu différentes, donc adaptées à partir de la 38.2, mais qui n'étaient pas des vraies méthodes d'essai LCPC. On avait des niveaux de sévérité de dégradation qui n'étaient pas forcément extrêmement clairs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans la méthode DC52, on avait quand même des niveaux de dégradation qui étaient très clairs, mais qui n'étaient pas repris dans la 38.2. Donc par exemple, dans la 38.2, on avait fissuration significative ou grave, qui renvoyait à une fiche de dégradation de la méthode DC52, qui nous détaillait avec des photos et visuellement, de manière très précise, ce que signifiait être une fissure significative ou grave. Le problème, c'est que les opérateurs et les gens qui font les relevés n'avaient pas forcément sur le terrain autre chose que la 38.2 ou au moins l'extrait de la méthode d'essai de la 38.2 qui disait fissure significative. Donc, pour le relevé, ça menait à des problèmes de répétabilité, de reproductibilité. Dans les relevés dégradation, on avait notamment un problème au niveau des relevés contextuels, donc les relevés qui sont en marge de la route, le drainage par exemple. On a des demandes souvent de gestionnaires de relever les trottoirs, les accotements, les fossés, ce genre de choses. C'est quelque chose qui ne faisait pas partie du relevé de dégradation, par contre c'est quelque chose qui fait partie de l'environnement de la chaussée. Donc c'est important de pouvoir le relever et d'apporter un cadre à cette méthode de relevé, même si ce ne sont pas des dégradations. Donc il y a un système d'options qu'on a mis en place qui permettront ce genre de relevé. Et dans la 38.2, on avait aussi un problème de dépendance sur le moyen qui a été utilisé pour faire les relevés de dégradation. Ce qu'on a essayé de faire dans la nouvelle 38.2, c'est réellement s'affranchir, contrairement à ce qui était fait dans l'ancienne, du moyen de relevé. Donc que ce soit une personne à pied, une personne avec un véhicule, des relevés dans les images ou des relevés automatiques, donc qui feront éventuellement l'objet d'une autre partie de DVDC, les relevés de dégradation automatique, mais on a vraiment essayé de s'affranchir du moyen de relevé pour arriver à une méthode universelle. Donc les objectifs de la révision, c'était vraiment simplifier, rendre objectif et diversifier dans le sens apporter plus de détails et plus de possibilités dans l'utilisation de la 38.2. Donc le principal objectif, c'était vraiment
pouvoir utiliser la méthode d'essai, quel que soit le type de réseau qu'on ausculte et quelle que soit l'échelle à laquelle on ausculte. Donc que ce soit une section ou que ce soit une étude de réseau, ce qui n'était pas forcément le cas avec l'ancienne. Quand on parle de table de corrélation, c'est parce qu'on va attribuer à chaque nouvelle méthode, donc en l'occurrence on va définir 3 nouvelles méthodes, un type de route et en fonction du trafic aussi, un type de route pour laquelle elle sera valable. Parmi les choses qu'on a enlevées, donc on a réduit le nombre de méthodes. On est passé de 6 méthodes qui étaient un peu trop et relativement peu utilisables par les opérateurs à 3 méthodes. L'avantage, c'est que avec 3 méthodes, on a plus de facilité à créer de l'habitude chez les opérateurs, donc on a une meilleure répétabilité des mesures. On a conservé la méthode d'essai béton, qui n'est pas finie de rédiger, mais qui est en cours. On a remplacé le vocabulaire qui était un petit peu source de confusion dans la méthode d'essai 38.2. Donc, par exemple, ce que je vous ai signalé tout à l'heure, les fissures significatives deviennent des fissures franches, les fissures dégradées ou sérieuses deviennent des fissures ramifiées. C'est quelque chose qui était pris en compte dans la 52, mais qui n'était pas à disposition des opérateurs, donc qui a eu, où il y a eu matière à clarifier les choses. Donc au moins maintenant, quand la méthode d'essai sort et est utilisée sur le terrain, on a directement les bons noms. On a aussi enlevé certains types de dégradation qui n'étaient pas utilisés. Je pense par exemple à la remontée de fine. C'est quelque chose qu'il a été pertinent d'enlever parce qu'au niveau des opérateurs, même si c'était relevé, on avait trop de confusion. On avait trop de sources d'erreurs où parfois des relevés mentionnaient des remontées de fine alors que ça n'en était pas. Et inversement, il y avait d'autres choses qui n'étaient pas relevées alors qu'il y avait des remontées de fine. Donc c'est ce genre de détails qu'on a pu enlever et un peu simplifier, tout en conservant un niveau de détail suffisant. Ce qu'il a été intéressant d'ajouter, enfin de préciser au niveau de la méthode, c'est les recommandations sur le nombre de voies à ausculter. Dans la méthode 38.2, il y avait certaines recommandations qui étaient écrites à la fin des méthodes, qui n'étaient pas forcément prises en compte et qui étaient vraiment des suggestions. Là, on a en tête de chaque méthode une vraie recommandation. Pour tel type de réseau, il faut ausculter tel nombre de voies. Par exemple, si on a une 2 fois 2 voies, est-ce qu'on va ausculter que la VL ou pas? Les gestionnaires, la question se pose souvent. Donc là, pour chaque type de réseau, on a vraiment une table de recommandation où on leur dit il faut ausculter une voie, 2 voies, il est possible de faire le relevé sur les 2 voies, etc. Au niveau des relevés de déformation transversale, il n'était pas imposé dans l'ancienne 38.2 des relevés, des relevés numériques. Donc on avait des relevés qui étaient possibles en bon, moyen ou mauvais, entre guillemets. Donc c'était des relevés qui laissaient la possibilité de faire les relevés dans les images, chose qui n'est pas pertinent. Et on l'a vu de l'expérience, nous amène à un certain nombre de problèmes et d'erreurs dans les relevés. Donc par exemple une ornière dans les images, c'est compliqué à établir, c'est compliqué à évaluer, on ne peut pas vraiment savoir si c'est bon, moyen, mauvais. Donc là, dans cette méthode-là, on précise que si les relevés de dégradation transversale sont à évaluer, ils seront forcément évalués de manière mesurée et donc numérique, et non pas dans un état dans les images. Au niveau des options, du coup, c'est quelque chose qu'on a rajouté. Donc les options de relevé d'environnement de chaussée, trottoir, accotement, fossé, etc. Donc relevé de présence et relevé d'état. Donc par exemple sur l'accotement, on va pouvoir dire si l'arrivée est positive ou négative, ce genre de choses. Et aussi, il y aura éventuellement, alors ça c'est pour la suite de DVDC, il y aura un sujet sur les relevés de dégradation automatique. Donc nous, on mentionne le fait que les relevés peuvent être faits avec des relevés de dégradation automatique. La nouvelle 38.2, du coup, en résumé, c'est vraiment essayer de simplifier les méthodes, amener une meilleure répétabilité, meilleure reproductibilité, par le fait d'avoir moins de méthodes, le fait d'avoir moins de dégradation à relever, donc créer des automatismes chez les opérateurs, chez les gestionnaires, avoir une meilleure visibilité sur les différentes méthodes, sur les objectifs des différentes méthodes, avoir une table de corrélation avec la 52 qui nous permet d'avoir quand même une référence facile à utiliser, avoir un vocabulaire un peu plus objectif, les déformations transversales obligatoirement mesurées, et aussi cette histoire d'options qu'on a rajoutées et qui seront vraiment très utiles dans les relevés par rapport aux gestionnaires. Alors les options sont à utiliser avec parcimonie parce qu'on imagine bien que si on fait en même temps le relevé de dégradation et le relevé d'options,
c'est un peu compliqué d'avoir des choses très diverses à relever en même temps. Ça va faire beaucoup d'informations à relever en même temps. Donc on peut imaginer aussi relever les options étant donné qu'elles sont qualitatives dans les images ultérieurement après le relevé de dégradation. Donc, voilà. Au niveau des publications, donc évidemment, on va avoir une publication de la méthode 38.2 révisée. On va avoir l'annexe à la 52, donc, qui va donner la table de corrélation entre le nouveau vocabulaire qu'on a intégré dans la 38.2 et qui se référence aux feuilles de relevé dégradation de la 52. Des exemples pour chaque option et leur qualification, donc l'état des accotements, des rives, etc. Et aussi, il y a un article dans la RGRA qui est disponible aujourd'hui à propos de ça. Et on aura sûrement une publication à la fin du projet DVDC dans la publication globale du projet. Voilà. Merci. Merci Julie. Une question pour Julie, puis ensuite on reviendra à la question pour Pierre que vous aviez envie de poser, monsieur. Tout est clair dans cette standardisation de l'auscultation des chaussées? Alors non, pas encore. Le sujet a été soulevé au niveau du projet. C'est quelque chose qu'on a recommandé et qu'on va continuer à recommander, mais pour l'instant, non. L'objectif est de toute façon clairement d'assurer l'interopérabilité entre opérateurs pour avoir effectivement la possibilité de changer d'opérateur mais en gardant sa base. Voilà, si c'est ça votre question. Une question pour Pierre que j'avais omis de poser ou de faire poser. Elasdi, laboratoire public d'essais et d'études Maroc. Effectivement, nous allons attendre avec impatience les conclusions de ce projet qui me paraît fort important du fait que l'approche basée sur l'endommagement des chaussées paraît atteindre ses limites. Très souvent, c'est dans tous les cas, au Maroc, la durée de vie théorique prévue pour laquelle la chaussée est conçue n'est jamais atteinte. Et souvent, aux 2/3 de la durée de vie, on commence déjà à avoir des dégradations très importantes et très certainement parce que l'aspect vieillissement n'est pas pris en considération. J'ai 2 petites questions. La première concernant la simulation des enrobés au laboratoire. Et pourquoi vous n'avez pas pensé à faire vieillir, plutôt que l'enrobé, faire vieillir le bitume et confectionner de l'enrobé avec ce bitume vieilli pour pouvoir déterminer ses caractéristiques? Ça, c'est la première question au niveau laboratoire. Et la deuxième question, pour les échantillons, vous tentez prendre des échantillons sur l'azan circulé et sur l'azan qui n'est pas circulé pour dissocier un petit peu le vieillissement de l'endommagement. Or, on sait que les parties non circulées de la chaussée vieillissent en général plus rapidement que les parties qui sont circulées, du fait que le trafic permet de régénérer partiellement la qualité de l'enrobé par brassage interne du mastic. Voilà. Merci. Alors je laisserai Pierre répondre à des questions de laboratoire. Par contre, si vous avez des choses à nous offrir, des expériences de vieillissement sous climat plus important, sous résilience climatique plus importante, je pense qu'on peut vous accepter dans le programme sans aucun souci. Donc on restera en contact, il n'y a pas de souci. Effectivement, la France n'a pas les climats... Ça fonctionne ? La France n'a pas les climats les plus sévères vis-à-vis du vieillissement parce qu'on n'a pas des variations thermiques très importantes et on n'a pas non plus des rayonnements solaires très, très importants. Donc d'avoir une idée de ce qui se passe dans un pays avec un climat plus intense peut être intéressant. Sur la procédure de vieillissement, alors moi je ne suis pas un spécialiste de la partie bitume, mais c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits, notamment par la RILEM, qui ont établi cette procédure qui est censée se rapprocher assez fortement de ce qui se passe sur une chaussée réelle. L'autre avantage, c'est qu'on fabrique un matériau neuf dont on connaît les caractéristiques. On peut faire une étude de formulation
et on fait vieillir ce matériau pour avoir les caractéristiques de performance résiduelle. Si on faisait vieillir uniquement le liant, on n'aurait pas la correspondance exacte propriété du matériau neuf, propriété du matériau vieilli. Après, il aurait aussi été possible, en plus, de travailler uniquement sur l'aspect liant. Mais bon, voilà, on a limité, on a déjà pas mal de choses à faire. Bien, je propose qu'on continue cette discussion, hein, bien entendu, mais en tout cas, vous serez les bienvenus pour venir participer. Ça me fait l'occasion de faire une très bonne transition. On va demander à Gaël Lebars de venir nous parler d'indice qualité, et vous allez voir que pour une fois, la France